Tu détestes la philosophie? Les cours en classe t'ennuient? Je peux comprendre. En fait, on s'en fiche. Tu passes le bac à la fin de l'année et il faut bosser. Pas le choix. Bienvenue chez Monsieur le Professeur, un site qui propose des cours particuliers en ligne avec des professeurs agrégés, compétents et passionnés. Tarifs subventionnés. C'est en t'exerçant avec leurs conseils que tu pourras vraiment progresser. Comment bien analyser un sujet de dissertation et comment trouver le problème du sujet en vue de formuler une problématique? Tout commence lorsque tu découvres le sujet de ta dissertation en retournant ta feuille et que tu te mets à réfléchir au brouillon. Que faut-il faire? D'une part, il faut réfléchir à tous les éléments qui pourront être utiles pour répondre à la question et tous les noter. D'autre part, il faut analyser précisément le sujet. Pourquoi? Parce que tout sujet de dissertation de philosophie comporte forcément un piège tendu par l'examinateur, afin de faire la différence entre ceux qui réfléchissent trop vite et toi qui as bien pris le temps de travailler le brouillon. C'est en examinant chaque terme du sujet que le piège va finir par te sauter aux yeux. Tu pourras alors montrer en quoi consiste le problème qui découle de l'analyse du sujet. Ton introduction aura alors pour rôle de réaliser le problème que le développement va par la suite examiner. Comment analyser concrètement un sujet de dissertation? Analysons tout de suite 4 sujets de dissertation pour passer en revue les différents pièges qu'une bonne analyse du sujet te permettra de déjouer. Je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos méthodologiques concernant les épreuves écrites du bac de français, rédigées par des enseignants et interprétées par moi-même. Il y a aussi des sujets traités en intégralité pour te montrer comment faire. Excellence et exigence, c'est notre ambition chez Monsieur le Professeur pour ta réussite. Accroche-toi et bravo d'avance pour ta concentration. La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Voilà un sujet très classique. On voit tout de suite que le sujet t'invite à questionner ce qu'est la liberté, comme on le lit avec la formule « consiste-t-elle à ». Jusqu'ici, tout va bien. Il y a donc 3 termes importants que tu dois analyser. Personne, obéissance, liberté. À première vue, ces 3 termes ne présentent pas de difficulté apparente. Ce sont des mots que l'on emploie souvent. Cependant, à mieux y regarder, on s'aperçoit vite qu'ils ne sont pas si faciles à préciser et à définir si l'on veut être rigoureux. Ainsi, dans « n'obéir à personne », le terme « personne » est extrêmement vague. S'agit-il de nos parents, de nos professeurs, des policiers dans la rue, du président de la République, de nos amis? On voit tout de suite que cela peut concerner beaucoup d'individus auxquels on pourrait obéir, et ce pour des raisons différentes. Le terme d'obéissance est lui aussi moins évident qu'il n'y paraît. Pourquoi, par exemple, je me sens obligé d'obéir à certaines règles? Est-ce parce que je me sens obligé par moi-même à faire les choses d'une certaine manière? Et comment distinguer l'obéissance morale ou juridique de la contrainte physique? Enfin, il y a le terme de liberté. Le piège est massif. Il réside là aussi dans le caractère vague et protéiforme de ce concept. Il y a des tonnes de définitions possibles. Faire ce que l'on veut, pouvoir agir unilatéralement, agir sans limite, agir de manière autonome, agir sans être influencé, agir en n'étant influencé que par soi-même, agir en rejetant ses pulsions et instincts, etc. Toutes ces définitions ont chacune leurs nuances et tout le problème est de choisir la définition afin de proposer une réponse pertinente du sujet. Quel est donc le problème auquel tu arrives naturellement une fois l'analyse opérée? On peut proposer la formulation suivante. Y a-t-il un sens de la liberté qui soit compatible avec l'obéissance parfois nécessaire à certains individus? En somme, l'analyse du sujet permet de déjouer le piège qui réside en général dans le flou définitionnel qui règne lorsqu'on découvre le sujet. Car le piège et le problème découlent en général de ce flou. À toi de dissiper ce flou et à toi de souligner le problème qui pourra être résolu par une clarification conceptuelle. À quoi bon l'art? Dans ce sujet ouvert, plus difficile, l'analyse doit d'abord porter sur la définition du concept principal, l'art. Mais le piège réside ailleurs, dans cette étrange formule « à quoi bon ?» Pour déjouer le piège, il faut toujours se demander quels sont les présupposés implicites qui se cachent dans la formulation de la question. Par exemple, si je demande « Pourquoi les professeurs de philosophie sont-ils sadiques ?», le présupposé de ma question est bien que les professeurs de philosophie sont sadiques. Lorsque je demande « à quoi bon l'art ?», je présuppose une idée importante qu'il faudra discuter, d'abord en la prenant au sérieux et ensuite en essayant de la dépasser. Quel est ce présupposé? Lorsque tu te demandes « à quoi bon travailler ?», tu présupposes bien quelque chose, en l'occurrence que travailler est non seulement douloureux, mais aussi paraît inutile et vain. Tu présupposes que cela ne sert à rien. Analyser un sujet, c'est donc être attentif aux présupposés tacites contenus dans la question.
En l'occurrence, le correcteur veut d'abord te faire examiner cette idée précise qui est bel et bien présupposée. L'art serait à première vue une chose inutile et artificielle dont on pourrait ou devrait se passer. Le piège consiste à t'imposer de manière brutale ce présupposé qu'il faut d'abord étudier et justifier, avant de pouvoir le dépasser. Quant au problème, il s'agit donc de questionner ce présupposé, c'est-à-dire de se demander si l'art a une quelconque utilité, si l'émotion esthétique peut malgré tout trouver sa justification d'une manière ou d'une autre, ou bien si effectivement l'art peut et doit disparaître sans que cela ne change rien. Stop! Arrête de prendre des notes. Tu peux retrouver l'intégralité de mes explications sur un support écrit numérique que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Par exemple, faut-il nécessairement faire 3 parties dans un plan? Si je n'ai pas d'accroche, est-ce vraiment un problème? Croire, est-ce renoncer à savoir? Un tel sujet doit être lu à la lumière de ce qui motive tout questionnement philosophique, à savoir une opposition conceptuelle, un conflit millénaire entre deux concepts. Ici, entre croire et savoir. Toute l'année, tu étudieras des conflits philosophiques importants. La science et la religion, la conscience et l'inconscient, l'art et la technique, la culture et la nature, la politique et la morale, etc. De nombreux sujets sont explicitement bâtis autour de ces nombreuses oppositions. L'analyse du sujet consiste alors dans le fait de définir les deux grands concepts et surtout de préciser la nature de leurs relations. Schématiquement, amis ou ennemis, concurrents ou complémentaires. Tout sujet comporte une tension plus ou moins évidente, c'est-à-dire un conflit entre deux idées. En général, le problème qui se pose est de savoir si ce conflit peut être dépassé. Tout dépend alors des différentes définitions qui évoluent au fur et à mesure du développement jusqu'à la conciliation. En effet, tout le problème de ce sujet consiste alors à se demander à quelles conditions il est possible de concilier croyance et savoir, foi et raison, c'est-à-dire in fine science et religion. À première vue, ce sujet semble aisé, mais l'analyse du sujet doit te révéler qu'il y a également un piège. Prenons un exemple. Peut-on manger ses parents? Si je te dis ça, normalement tu dois être horrifié, en tout cas je l'espère, et répondre en criant « Oh non, mon Dieu, non !» Pourtant la chose est parfaitement possible techniquement. Tu assommes ton père et ta mère, tu les cuis à la broche, tu rajoutes du sel, du poivre et hop, on est parti pour un bon petit repas. Alors pourquoi tu réponds non? C'est qu'il y a deux sens à peut-on. Premier sens, est-ce techniquement faisable? En l'occurrence, oui. Mais il y a un second sens. Est-ce moralement acceptable? Et là, en l'occurrence, non. Tout le problème apparaît alors comme extrêmement ambigu. Le langage est-il assez puissant pour nous permettre de pouvoir tout dire, c'est-à-dire pour nous permettre d'exprimer tout ce que nous pensons et ressentons? Mais si tel est le cas, doit-on alors moralement tout dire et ne jamais mentir, même par omission? Le problème du sujet « peut-on tout dire » naît donc de la rencontre de ces deux niveaux de lecture. À toi de déjouer ce piège en articulant explicitement ces deux niveaux, sans pour autant les traiter parfaitement à égalité, car en général, il y a un niveau de lecture plus pertinent que les autres niveaux, qui sont intéressants mais moins importants. Et cela concerne de nombreux sujets qui contiennent le même type de piège, à savoir une formulation ambiguë qui renvoie à deux interprétations possibles. Faut-il, par exemple, peut renvoyer à une nécessité technique. Pour X, il faut passer par Y. Soit à une obligation morale absolue. C'est tout le piège du sujet suivant par exemple. Faut-il dire la vérité? C'est d'abord un problème moral. Est-il absolument obligatoire de toujours dire la vérité, quelles que soient les circonstances? Mais aussi c'est un sujet qui t'invite à déterminer les circonstances qui rendent nécessaire le fait de dire la vérité ou bien le fait de se taire. Autrement dit, pour quel but est-ce nécessaire de forcément dire la vérité? Il y a aussi le cas du pourquoi. Par exemple, avec le sujet « Pourquoi les hommes transforment-ils la nature ?», il y a en quelque sorte deux questions en une. Première question. Quelles sont les propriétés humaines qui rendent possible la transformation de la nature par l'humanité? Quelles sont les causes? Deuxième question. À quelle fin l'humanité transforme-t-elle la nature? Pourquoi et dans quel but cette transformation a-t-elle lieu? Évidemment, cette ambiguïté est un piège, mais c'est aussi une formidable opportunité de proposer une réflexion fournie et stimulante, car justement, les deux questions distinguées sont liées et s'enrichissent mutuellement. Ainsi, le problème qui découle de cette question peut alors articuler les deux dimensions. Quelles sont à la fois les causes qui expliqueraient et les buts qui légitimeraient cette transformation qu'opère l'humanité sur les éléments naturels? En résumé, analyser un sujet, cela revient à définir des termes importants mais flous, être attentif aux présupposés cachés de la question, comprendre les oppositions conceptuelles explicites ou implicites pour éventuellement les dépasser, et clarifier les ambiguïtés contenues dans les formulations et tirer parti de ces ambiguïtés pour exposer le problème dans toute sa profondeur.
Ce faisant, chaque piège sera déjoué et le problème inhérent à chaque sujet sera aperçu au brouillon et pourra être clairement exposé dans l'introduction afin d'être résolu au fur et à mesure du développement. Pour respirer intellectuellement, je te conseille vraiment de regarder les excellentes analyses croisant philosophie et cinéma sur notre chaîne. Une notion au programme à travers un film. Par exemple, la nature avec Avatar, l'inconscient avec Inception, la vérité avec Matrix. C'est très bien fait, c'est clair et directement utilisable dans une copie d'examen. C'est un professeur au lycée et membre du jury de bac qui les présente. On traite des sujets de bac dans nos vidéos en ligne et tu retrouves l'intégralité des textes des vidéos dans un fascicule sur notre site internet. Surtout, ne t'abonne pas et ne like pas, ça nous aidera beaucoup et ça me fera super plaisir.